Aujourd'hui, sans transition, on a un invité. On a un invité qui est qui doit enlever ses notifications, tout ça. Il aime trop les. Il aime. Donc, je pouvais être détesté de beaucoup de personnes parce Non, que tu je ne donnais l'étais, pas accès. tu l'étais, tu l'étais. Il n'y avait plus de raison de ne pas enjoy life. J'ai fait. Et je crois que c'est quand j'étais chez Michael Jordan pour son anniversaire. Voilà. Ah, voilà. La famille BMC, c'est comment? Bon, aujourd'hui, avec mes gars, on a un invité qui est cher à mon cœur, mais qui, au final, vous allez tous vous retrouver dans cet invité. Il était à l'anniversaire de Michael Jordan, de GOAT. Il a été dans le business. Le business, c'est pire que la rue. Il a passé tous ses anniversaires à l'hôpital. Il a joué avec des joueurs extraordinaires. Il fait partie de l'entourage. En tout cas, si vous voulez savoir de qui on parle et de quoi on a parlé, restez branchés. Ça va être de qualité. Ballon, main, corps. Let's go! Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça ne bouge pas. On est là, début de semaine. Pour l'instant, tout se passe bien. Ricky Friandis, c'est comment? Ça dit quoi, Ricky? Faire un peu ton pull. Par ton pull, frère. Paris. Ça dit quoi, Ricky? Ça va, tranquille. Ça va, Ça ça va, va. Début de semaine, comme tu le dis, au calme. Après une qualification en Gambardella avec mes petits, donc c'est bien, c'est bien. On commence à avancer dans la saison. Tranquille, franchement, RAS, hein, depuis la semaine dernière, RAS. Tranquille, on est là. RAS, pourquoi tu as du mal à porter ton micro? Il y a quoi? Ouais, non, c'est pas la main droite, mais la main gauche, là, bah, on en parlait juste avant le début, là, j'ai une douleur au poignet incroyable. Bon, j'ai fait un faux mouvement au sport. Du coup, j'ai détruit mon poignet gauche et j'en parlais avec Quentin. Bah, je pense que Quentin, il est coutumier du fait de ce genre de douleur, donc je compatis déjà. Enfin, toujours. Non, mais en plus, attends, avant de passer à ETL, je vois sur les réseaux, tu fais du crossfit ou c'est comment? Ouais, je fais du crossfit. Ah, tu fais du crossfit. Je fais du crossfit, point. J'ai pas commencé à t'inventer une story. Non, non, J'ai pas commencé à t'inventer des bails. Je suis devenu un gars zarma révolutionnaire ou tu vois. Non, c'est une activité que j'ai. c'est bien le crossfit. Parce que franchement, D'ailleurs, il y a un c'est mec. Loïc Damour, Ouais. un ancien invité à nous, hein, un bon pote à moi qui m'a mis dedans. Franchement, c'est bien. Je prends du plaisir à apprendre des nouvelles choses. Je prends du plaisir à me dépasser un peu comme à l'époque, tu sais, quand on s'entraînait au foot. Donc, non, c'est un kiff, c'est bien. Ça me permet de me développer, d'apprendre des choses et éventuellement à me blesser aussi. Donc, donc c'est cool, ça va. On repousse les limites. C'est ça que j'aime bien dans le CrossFit. C'est sympa. Carré, carré. ATL, ça dit quoi? Moi, ça me fait plaisir d'entendre que Ricky il est dans l'air du temps, un CrossFit, bientôt paddle. Non, D'ici non, peu de non, temps, non, le non. golf, tu vois, c'est parfait. Le paddle, c'est pas encore pour moi. Franchement, le paddle, je suis pas encore rentré dans cette Ouais. vibe-là. Et tu vas pas être vegan bientôt, non? Non, ça risque pas, frère. Le Ça risque le pas. jour où tu te mets au golf, Ricky, il a vu ma mère que j'arrête tout. J'ai essayé le golf, hein, mais non, ça me dit rien, ça me dit rien. Là-bas, Vous ça fait aussi, mal au poignet, le golf. ouais, aussi. Quand tu tapes mal. Non, ATL, nous, vient de rentrer. On a malheureusement perdu hier contre Orlando en demi-finale de conférence. Donc, tu vois, ça fait 6 ans que je suis en MLS, mais 6 ans que je m'y habitue pas. On était dans l'avion, même pas dans l'avion, on était à l'arrêt dans l'avion, on reçoit un texto, voilà, tout le monde rendez-vous demain, tu as les horaires de rendez-vous, tu as rendez-vous avec les dirigeants, rendez-vous médical et salam alaikum. Tu vois, on en parlait, je pense, il y a un an, tu vois, c'était le côté business froid qui ressort dès la défaite. Donc on perd, littéralement 2 heures après la défaite, on avait nos temps de passage pour les rendez-vous de fin d'année, où il y a beaucoup qui se déterminent. Donc, pour être complètement transparent, dans 3 heures, j'ai rendez-vous. Donc voilà. Et en plus, je dois faire la traduction pour certains. Donc, j'ai plusieurs rendez-vous. Mais ouais, hier, match un peu terne pour nous. On n'a pas réussi à l'emballer. On perd 1-0. On ne fait pas un tir cadré. La super dynamique de groupe qui a été créée après Miami a eu un petit peu du mal à se mettre en route. On a perdu nos 2 avant-centres avant la mi-temps, l'un puis l'autre en fait. Donc ça a déjà enlevé pas mal. En plus, on était dans un jeu de transition
Donc, sans réel avant-centre, sans mec qui puisse presser ou en tout cas faire mal dans la profondeur, ça allait se compliquer. Voilà, c'est une saison pleine d'apprentissage, tu vois, de mon point de vue. C'est incroyable de voir que, bah, tu sais, dans un format comme la MLS, tu peux faire une saison assez moyenne et te retrouver en demi-finale de conférence. C'est assez cool. C'est assez cool. Tu te dis qu'il y a pas mal de leviers à utiliser. Il y a pas mal d'apprentissage. Mais ouais, non. C'est la fin d'une saison, la fin d'une ère. Ça va être. Voilà, hâte de voir ce que la suite voudra dire pour le club, pour moi. Écoute, l'apprentissage constant. Hein. Mais content d'être avec vous, les gars. Nos condoléances et du côté pour la défaite. Hein. Pourquoi condoléances? Bah, pour la défaite, condoléances, ils ont perdu quelque chose en gros. Ouais, mais surtout félicitations pour le parcours avant toute chose. Hein. Franchement, demi-finale de Ça, conf, c'est encore une fois, c'est une perspective. Soit félicitations pour le parcours, soit je suis vénère de pas être parti jusqu'en finale. Moi, je fais partie de l'équipe qui va dire je suis Yom, j'étais pas loin de la finale. Après coup, je pense qu'avec la rétrospection, tu peux dire ouais, on a fait un parcours extraordinaire, un bon parcours. Mais tu as vu, moi, je joue pour gagner. Et quand c'est comme ça, je me dis, moi, je me serais donné mes condoléances à moi-même. Donc, je les donne à Q et son équipe. Et surtout pour lui, parce que c'est la fin de quelque chose, tu vois. C'est la fin d'un truc. Après, c'est une question de point de vue. Il n'y a pas de mais problème. en tout cas, c'est une dinguerie l'histoire des réunions dès le lendemain, tout ça, pour déterminer l'avenir d'un tel ou d'un tel. Il n'y a même pas de Littéralement. débriefing, il n'y a même pas de jour d'après, on relâche la pression, tout Je ça. pense qu'il y a un an, on en avait parlé. Littéralement, aujourd'hui, plus personne se verra. Tu vois, il y a peut-être des mecs qui vont revenir un peu au vestiaire, rester, s'entretenir. Potentiellement, demain, tu as des mecs qui vont rentrer dans leur pays ou aller dans leur hometown ou peu importe, tu vois. Après, les mecs avec les familles, vous savez, avec l'école, c'est différent. Mais littéralement, il y en a, je pense, qui ont déjà leur billet d'avion et peut-être qui partent ce soir. Damn. Ok. Après, bon, en rapide, London, pour ma part, qu'est-ce qui se pourrait? Non. Le week-end, retour de Première Ligue, et je suis content, les Spurs, ils ont éclaté Man City. Grave. Tu vois, ils ont 4-0, j'ai vu. 4-0, c'était pas mal. Franchement, ça fait toujours plaisir parce qu'après, ça donne une bonne ambiance. Même dans le monde du football autour de moi, c'est pas mal. Après, pour le reste, non, retour de la Première Ligue, on est là. La vie classique. Mais aujourd'hui, sans transition, on a un invité. On a un invité qui doit enlever ses notifications parce qu'il aime trop les. il aime. Il a trop de notifications. Mais attends d'abord, calme-toi. Non, laisse-moi faire laisse-moi faire ton introduction. D'accord? On a un invité qui aujourd'hui représente pour moi tout l'écosystème du football. À tout un tas de niveaux et qui, quoi qu'on dise, bon, c'est un frère, un ami, oui, c'est la famille, mais footballistiquement parlant, on aime bien accueillir des gens de tout univers du foot. Mais pour moi, et on va en parler pendant cet épisode, c'est un peu comme un chat. C'est un peu comme un chat qui a je sais pas combien de vies. On m'a donné ce surnom quand j'étais au collège. Tu vois, un peu comme un chat. C'est-à-dire que, tu vois, un chat, il a eu plusieurs vies. Il n'a pas encore 40 piges. Mais en tout cas, je souhaite la bienvenue à mon frère, un collègue, un frère d'armes et maintenant frère de la famille BMC. Je t'appelais comment? Ton nom, Gildas Samba Banza, a.k.a. King G5. King G5. Merci. C'est comment? Merci beaucoup, monsieur Bertrand, monsieur Fatih, monsieur Weisberg. Merci pour l'invitation. Bon, on est là, hein. Moi je suis à Paris. Ça, hein. Jour de repos. Jour de repos, pas de protocole, c'est comment? T'es à Paris, Enfin, présente-toi. D'abord, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qui est Gildas Samba Banza et qui est King G5? Ah là, c'est deux mecs différents. Mais Gilda Samba Banza, c'est qui? Bah, moi, initialement, je suis né à Grenoble. Je suis né à Grenoble en 1985, le 12 juillet d'ailleurs. C'est une belle date parce que la France a gagné la Coupe du Monde en 98 ce jour-là. Et j'ai déménagé à Londres quand j'avais 10 ans. Du moins, c'est pas moi qui ai déménagé, c'est mes parents en fait qui ont pris la décision de partir à Londres et quitter la France parce que
bah, ils trouvaient pas leur bonheur, entre guillemets, je veux dire ça, comme ça. Et puis, ben, j'ai eu mon parcours scolaire en Angleterre. Une fois que j'ai passé mes GCSEs, je suis revenu en France, mais cette fois-ci tout seul. J'avais fait une demande. DCL6. Ouais, GCSEs, en fait, c'est un peu l'équivalent entre le brevet, le bac. Parce qu'en Angleterre, le système Ok. scolaire, Différent. tu passes tes GCSEs, après tu vois si tu veux rentrer dans le monde du travail ou si tu bascules directement dans tout ce qui est A-levels, université. Ok. Donc, c'était mon truc. Une fois que j'ai eu ces diplômes-là, j'ai juste dit à mes parents, écoutez, moi j'ai envie d'être footballeur. En Angleterre, c'est compliqué parce que j'étais déjà dans un club pro, mais on n'avait pas de, tu sais, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien de tout ça. Donc, c'était genre, tu joues le week-end dans un club amateur et en semaine, je t'entraîne dans un club pro. Et vu qu'il n'y Hmm. avait pas de visibilité pour moi et tous mes potes de l'époque, ils étaient tous en équipe d'Angleterre, je me suis dit, bah, en fait, moi, je suis français, il faudra peut-être que je revienne en France pour faire du foot et pour me montrer et m'exposer à ces clubs-là, quoi. Et c'est là que je suis rentré en France, tout seul, comme un ouf. Et t'es arrivé où en France? C'est ça. En fait, en France, je suis venu en moins de 17 ans nationaux première année à Chantilly. Hmm. À Chantilly. Et pour intégrer le club de Chantilly, bah, fallait que je sois scolarisé. Donc, j'ai demandé à mes parents, j'ai supplié, j'aurais dit, écoutez, donnez-moi juste 1 an. Si je peux arriver en France, au bout d'1 an, je ne signe pas dans un club pro, je reviens en Angleterre et je termine mes études, je fais l'informatique, un truc comme ça. Parce que c'est ça mon kiff. Donc, mon père, il m'a dit OK, ma mère, elle a dit OK. Et on m'a mis chez mon oncle à Melun. Hmm. Donc, j'étais à Melun dans le 77, mais j'étais scolarisé à Chantilly dans le 60. Donc, pour ceux Et tu qui faisais comment commencent, du coup alors? Parce que c'est pas à côté, hein? c'est pas à côté. Donc, avec du recul, je me dis que j'étais un ouf, parce que aujourd'hui, je pourrais pas le faire. J'arrive même pas à prendre le métro d'ici pour aller je sais où. Mais bah, j'avais un but, quoi. J'avais pas de plan B. C'était d'être footballeur Tu professionnel. partais tous les matins de Melun à Chantilly ou? Ouais, ouais. Non. 4h15 réveil, je prenais le bus, parce que mon oncle était vers de nuit, donc il ne peut pas me déposer à la gare. Je prenais le bus de Montaigu, Montaigu, je ne sais même plus, c'était un quartier de là-bas. Gare de Melun, RER, grande ligne, direction gare du Nord, des fois c'était Ouais. gare de Lyon quand il y avait un arrêt. Après, je montais, je prenais le RER direction Creil, Creil, je ouais. descendais à Terminus. Chantilly-Gouvieux. Après, Ouais. je prenais le bus et j'allais à l'école au lycée Jean Rostand. Et j'ai fait ça, genre, la première partie de saison, en fait. Parce que j'étais pas, vu que je me suis pris tard, bah, j'avais pas la possibilité d'aller à l'internat. Donc, ouais, pendant 4 5 mois, je faisais ça tous les jours. Ah ouais. Donc, le soir, Après, après après avec le temps, ils se sont rendus compte un peu et puis t'as switché dès janvier, j'imagine, vers là-bas, non? bah, dès janvier, j'étais intégré à l'internat. Ok. Ça va. Donc, là, ça va, j'arrivais à dormir comme tout le monde. Mais au début, j'étais un zombie, c'était catastrophique. D'ailleurs, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Je me suis Ah, retrouvé. y a toujours ce moment de doute, de toute façon. Ah ouais, mais parce que moi, je me suis dit, bon, allez, 1 an, histoire de montrer mes qualités ici dans un club pro, ça devait être rapide. Parce qu'au final, j'avais confiance en moi, donc je me suis dit, ça va le faire, quoi qu'il arrive. Mais quand tu te retrouves remplaçant en PH à 100 lices, tu te dis, waouh! Tu commences à prendre du recul sur ta vie, là. Et là, tu as tout le monde qui te dit, ouais, les gars, l'année prochaine, on va faire STAPS, tout ça et tout. Tu te dis, qui va faire STAPS? Je sais quoi STAPS? Déjà, moi, je suis là en train d'essayer de me mettre à jour pour écrire en français correctement sans faire de fautes, etc. Parce que vu que moi, j'ai quitté la France en CM1, bah, Ah oui, bien sûr. Le c'était cursus scolaire n'est pas le même, hein. c'était que l'anglais pour moi au final. Et bah, au final, ça s'est passé comme prévu. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai atteint le même niveau en fait de repos que tout le monde et que j'étais à l'internat, bah, la deuxième partie de saison, tout s'est super bien passé. Et très rapidement, une fois que j'ai pu me réveiller comme tout le monde, dormir comme tout le monde, m'entraîner comme tout le monde, bah, j'ai intégré le groupe A. Je suis rapidement devenu titulaire et quelques semaines plus tard, au final, j'ai signé au Havre. Ok. Ah. Et t'étais quel type de joueur, du coup? Offensif, défensif? T'étais Non, comment? j'étais milieu défensif.
Milieu Ok. défensif, mais c'était plus un style, on va dire, à l'anglaise. C'est-à-dire C'est-à-dire box le to box? fighting spirit, voilà, je courais partout, je voulais juste arracher les gens sur le terrain, quoi. J'allais dire, il y a 20 ans, le style du numéro 6 à l'anglais, c'est les ballons qui lui passent au-dessus de la tête, il les récupère et les donne aux ailiers, aux attaquants, hein. Taekwondo, Roy ouais, Keane. j'étais là pour aller récupérer la balle dans les pieds des gens. Et ouais, je jouais devant la défense et je faisais le kamikaze, quoi. Ah, mais ok. En tout cas, Le Havre a apprécié. Ouais, ouais. Bah, en fait, je me suis fait recruter pendant un match contre le Havre. D'accord. C'est-à-dire qu'on a joué contre eux, on a pris 5-0, mais Mhm. ils ont marqué 5 buts en 15 minutes, c'est-à-dire qu'on a tenu jusqu'à la 75e à peu près. Ah, ok, Puis après, d'accord. ils ont fait rentrer Les Olivier tricheurs. Hatton et tout ça, ouais. Les tricheurs. La newbie, nous on pensait que tout allait bien. Ils ont fait rentrer les 84, après ça allait à 2000, on prenait des doublements dans tous les sens. C'était un circuit technique. Ils nous ont mis 5 buts en rapide. Mais moi, à la fin du match et tout, franchement, c'était le genre de match où quand tu es dans le quart, bah, t'as pas de regret. Ça veut Mhm. dire que j'étais là, je me suis dit, ah ouais, ok, j'ai rien à envier à personne et tout, j'ai fait un bon match. Mais vraiment, je me sentais bien. J'ai même pas vu la défaite, tu vois. Je me suis dit, ok, on a perdu, mais c'était attendu. C'était quand même le Havre. Mais sur le chemin du retour, même mes coéquipiers me regardaient genre, chelou toi aujourd'hui, ton match. T'es fort en Mhm. fait et tout. C'était il était déjà au-dessus. Non, là, c'était pas encore au Havre. Là, il a signé la même année que moi. Mais bah, il y avait Didier, Digard qui était au milieu de terrain. Dans les buts, c'était Mandanda. Tu avais Ouais. Jonathan Rufos. Après, ceux qui étaient rentrés, c'était les Toto Mandane, ouais. Elstrom, les Mimi. Il y avait d'autres. Là, c'était n'importe quoi, en fait. Ouais. J'avais l'impression de déjà jouer contre des pros. Ça allait à 2000. Tu te dis, attends. Nous, on était là, on voulait faire des dribbles, ils mettaient des remises. J'ai dit, ah, ok, d'accord. On fait pas le même football. Mhm. C'est pas le même métier, hein. Ah non, non, c'était vraiment propre, c'était fluide. Donc Ah, ouais, non, c'était comme ça que ça s'est fait. Après, sur le chemin du retour, j'ai vu déjà que mon équipe elle commence à avoir beaucoup plus en plus confiance en moi parce que à l'époque, quand tu es moins de 17 ans, moi ça je le savais pas. En fait, moi en Angleterre, nous les catégories c'était U11, U12, U13, U14, U15. C'est-à-dire que tu jouais avec ta catégorie. En France, tu avais première année, deuxième année. Ouais. Donc tous les mecs avec qui je jouais, c'était plus vieux que moi en fait. Au final, c'était des 84. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé déjà en début de saison en PH, parce que c'était ma catégorie. Mais ouais, bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sur le chemin du retour. Bah, le lendemain, en fait, j'ai eu une convocation pour le Havre, pour la semaine d'après. Ah ouais, direct. Ouais. bon, Vraiment, fast forward un peu, fast forward, Le Havre. ouais. Comment tu vis? Parce que toi, tu dis, c'est le chat, il a 7 vies, donc on peut passer des heures à Ah ouais, décrire ce qui c'est se vrai. passe. Donc c'est pour ça que je vais faire des fast forward parce qu'il faut vraiment couvrir tout un tas de choses. Fast forward, Le Havre, tu es dans un circuit professionnel, tu es entouré de cyborgs. J'aime bien quand tu Oh non, racontes. le Havre, c'était n'importe quoi. En fait, quand tu es au Havre, du moins quand j'y étais, la qualité, en fait, elle était tellement énorme que tu savais même pas où te situer. Mhm. Ça veut dire que tu pouvais te sentir faible étant fort. Ouais, c'était un level de fou en fait. Ouais. Ouais, franchement, c'était très très costaud. Et c'était franchement, même pour moi, des meilleures années de ma vie en termes de humain. C'était vraiment une belle expérience. Et après, niveau footballistique, j'ai progressé énormément en très très peu de temps. Bah alors du coup là, comme Sabine a dit, on fait fast forward. Qu'est-ce qui a fait qu'on t'a pas vu justement plus haut avec les Mandanda, avec bon c'est génération un peu plus âgée, mais les Diawara à l'époque, enfin toute cette grosse génération du Havre. Parce qu'il y avait pas mal de joueurs qui sont venus de ton Ouais, époque. c'est clair. Bah, il y avait un truc qu'ils ont appelé que je savais même pas qu'il existait, qui s'appelait ligament croisé.
C'est ça. Je savais même pas je savais pas c'était quoi en fait ce truc ligament croisé. Et malheureusement pour moi, je pense que c'était bon, il y a eu la première saison où j'étais en moins de 18. Après, je suis monté avec la réserve et tout se passait bien. Bon début de saison. Je suis appelé avec les pros, avec Domergue. On fait une veille de match. Je suis pas pris dans le groupe. Semaine d'après, il n'y a pas de match en CFA. Donc, on redescend tous en moins de 18. Préparation Gambarde. Match tout pourri à Avion. Et bah, le match, il se passe super bien. En fait, on a vraiment une équipe type. C'est-à-dire que c'est Mandanda dans les buts. T'as Didier Digard derrière avec Arsène Ménessou. C'est moi et Lassana Diarra en 6. Charles Nzogbia de l'autre côté. Christophe Mandane de l'autre côté. Benjamin Laurent. Donc, une grosse équipe. Ouais. Et j'ai jamais oublié qu'à la mi-temps, en fait, mon coach, il vient me voir, il me dit vas-y Gilda, tu as fait un bon début de saison et tout, repose-toi, sors. Et moi, hélas, en fait, on jouait jamais ensemble en 6. Pourquoi? On a un peu le même profil. Ah oui, Voilà, c'est soit donc, l'un soit l'autre. voilà, donc vous mettez-moi à gauche, à droite, ça dépendait en fait des matchs. Et là, il nous a mis nous deux en 6. Et vu qu'on revenait de CFA, moi je m'entraînais avec les pros aussi, redescendre en moins de 18, c'était devenu un régal. Tu vois. C'était facile. Et moi, je voulais pas sortir. Et je dis au coach, je dis non. Je dis vas-y, sors Rufo s'il te plaît et mets-moi à gauche. Et le coach, il accepte. Donc il dit à Ruf et tout, vas-y, tu vas sortir. Et je dis là, il va aller à gauche. Donc moi, deuxième mi-temps, je vais à gauche. 5 minutes plus tard, je suis à l'hôpital. Il y a un mec Mauvais mouvement, tacle carrément. Il y a un mec qui m'a taclé en fait. J'ai voulu l'effacer, je pars en profondeur. Le mec, il me tacle, mais il me tacle à mi-hauteur. C'est-à-dire que quand je voulais l'esquiver, quand je fais la rotation avec ma jambe, il tape mon tibia et au final, ma jambe, elle part à 90 degrés sur le côté. Donc, pendant que je suis par terre et que je pense que c'est mon protège tibia qui est retourné, en fait, c'était ma jambe. Ok. Et j'ai eu une pintade. Ce qu'ils appelaient ça une pintade. En fait, c'est la même blessure que Shabani Nanda. C'est le genou qui fait, qui fait le sens inverse de l'articulation, quoi. Ouais. Pierre Fanfan, ouais. Rupture interne, externe. La totale. Totale, on m'a dit fauteuil roulant. J'ai fait 4 mois de fauteuil roulant. On m'a dit tu peux pas marcher. Un tas de trucs en fait. Et c'était le brouillard à partir de ce moment-là. Le brouillard footballistique? Ben, pas que footballistique parce que au final, moi j'avais un objectif qui était très clair, c'était d'être footballeur. Et quand ça t'arrive sur le coup, ben en fait, tu sais même pas, tu sais pas à quoi réfléchir. En fait, tu prends ça comme les journées elles viennent. C'est-à-dire que le plus important pour moi, c'est de remarcher avant même de penser au foot. Parce qu'on me dit que bah, tu pourras peut-être plus jamais remarcher. Moi, je leur dis, vous racontez n'importe quoi qu'il arrive, je vais marcher. Mais en attendant, ça fait 4 mois que j'ai pas le droit de poser le pied au sol, tu vois. Donc, quand je me réveille, tu as 3-4 bouteilles de sang qui sont sur ton genou, tu as des drains de partout. J'avais même pas de barbe avant. Je te jure. Tu sais, à l'époque au centre, quand tu galérais pour avoir des pattes, tout ça et tout. T'as un genou. Après mon opération, j'avais une barbe. C'est-à-dire que c'était assez violent. Et bah, au final, je suis quand même revenu de tout ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment suivi ma rééducation et j'ai repris. C'est-à-dire que je suis revenu sur les terrains 6 mois après. Bon, j'étais l'ombre de moi-même en termes de capacité physique, mais j'avais quand même toujours des qualités, donc j'ai quand même repris. Et là, ça s'est enchaîné, mais back-to-back, limite l'enfer, tu vois. C'est-à-dire que j'ai repris, et 6 mois après, je me fais une fracture de la rotule. Même genou? Même genou. En fait, vu qu'ils m'ont fait l'opération du Kenneth Jones, ma rotule était fragilisée. Et j'ai repris la saison d'après, j'ai fait toute la saison, et vers la fin de saison, j'avais une pointe à la rotule, je commençais à avoir une douleur. Ils m'ont fait une injection à la cortisone. Donc l'injection a fait que j'avais plus mal. Et au final, bah, malheureusement, le match que j'ai joué 2 jours après mon injection,
sur un mouvement tout à fait banal. Hein. Tu vois, je mets une feinte à un mec, il me met un croche-pied, je tombe par terre. Et là, je vois que ma rotule, elle se coupe en deux. Tu vois. Waouh. Donc, elle se détache, le trou dans le truc. Je me dis, putain, c'est un truc de ouf. On est 22, mais c'est que moi. Genre, je dis, attends, c'est pas possible. Donc, je me fais opérer. Première opération de la rotule, cette fois-ci, on me met 2 vis. Et on me dit que la rotule, c'est l'os le plus solide du corps. Donc, ça va être super rapide, ça va être tranquille et tout. Donc, ok, je fais cette première opération. 6 semaines plus tard, je vais en rééducation à Cap-Breton. Je suis sur la machine du stepper, tout ça et tout. J'entends un crack. Ok. Je vais aller voir le médecin quand même. Je lui dis, écoutez, j'ai eu un petit crack et tout. Il m'a dit, oh, ça doit être des adhérences et tout. On va faire une radio de contrôle. J'ai dit, ok. Je suis dans le self à 19h en train de manger. Et j'entends mon nom. Monsieur Samba est demandé au bureau du docteur Savali et tout. Et quand je vais le voir, je rentre dans son bureau. Et je vois une radio sur le mur, mais je me dis, mais attends, c'est pas ma rotule, tu vois. Ben non, en fait, ma rotule, elle s'était encore détachée. Ah ouais. Donc, rebelote. Je prends l'ambulance de Cap-Breton pour aller au Havre pour me refaire opérer encore une fois. Et là, cette fois-ci, ils mettent un cerclage et 2 vis. Et cette fois-ci, je garde ça pendant 4-5 mois. Et après, j'arrive au stade où j'ai continué une rééducation. Je reprends un jouet, tout va bien, ça va mieux, tout ça et tout. Et je devais me faire opérer pour retirer le cerclage et les vis quelques temps après. Au final, on a eu un match contre l'équipe du Maroc. Je me rappelle, je crois que c'était à la KV, un match amical. Et pendant ce match-là, vu que j'allais plus trop au contact, donc je jouais plutôt sur le côté. Et je me sentais super bien. Je commençais à retrouver des sensations super agréables. Et je me lance en profondeur. Et j'avais l'impression qu'il y a un mec qui m'avait taclé. En fait, j'étais tombé tout seul. Et ma rotule, C'est quoi du coup là? détachée. Pareil. Ma rotule s'est détachée en deux encore une fois. Waouh. Donc à ce niveau-là, j'ai eu 3 opérations. 3 opérations de la rotule. Une fois les croisées. Et après, j'étais arrivé au stade où je me suis dit, bon, c'est parce qu'il marabout qui est là, qui est vénère contre moi, sur mon cas, mais il est peut-être temps que j'arrête ces conneries et que je me... C'était trop là. Ouais, non, ça a commencé à faire beaucoup, tu vois. Tu vois, quand on a, enfin, on va dire dans pas la culture populaire, mais cette fameuse blague, les croisés, tu connais, tout ça, mais en fait, derrière tout ça, derrière les vraies histoires, En fait, c'est moi, réel, hein. il me parle de ligaments croisés, c'est ceux qui n'ont pas fait de foot. Ouais, c'est ça. C'est Et c'est réel, en fait, hein. la Tous blague. les traumatismes qu'il y a derrière tout ça, c'est J'ai dit, pas ouais, facile. ligaments croisés, c'est pas ce que tu imagines. Peut-être aujourd'hui, il y en a, ils font des blagues sur ça parce qu'ils n'ont jamais fait de foot et c'était l'excuse pour serrer des meufs et raconter des anecdotes cheloues. Mais quand ça t'arrive et que tu passes la moitié de ton temps à Cap-Breton à faire Cibex le matin, Biodex, Uber, cryothérapie Ouais, bien sûr. 2 fois par jour, tout ça. Retrouver la flexibilité, tout ça. Moi, mon genou, il est resté bloqué à un moment donné. Il dépassait pas 90 degrés, tu vois. Donc après, c'est des étirements en permanence. En gros, c'est une réalité parce que oui, il y a la légende du quartier, entre ce qu'on appelle du quartier, genre ouais, vas-y, c'est à cause des croisés. Même les gens, ils font des blagues aujourd'hui, les humoristes. Oh, j'ai eu les croisés, mais il faut chercher en fait, il faut creuser derrière ça. Et toi, t'es la preuve vivante que ça s'empire et que ça s'arrête jamais. Le Boumara là, franchement, le Boumara était puissant. Maintenant, il était fort, il était fort. Maintenant, tu vois. Là, c'est la vie du footballeur. Maintenant, comment on bascule? Parce que moi, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est après le foot. Bon, après, on peut demander comment tu as fait, comment ça s'est passé. Il y a une transition. Là, moi, j'aimerais que tu nous racontes comment tu es passé de cet espoir, de voilà, du genre de foot comme beaucoup sont, mais avec ses blessures, à le mec que j'ai rencontré quand on était à Newcastle. C'est-à-dire, je ne vais pas dire l'entourage, mais l'ami d'eux. Ouais. En fait, Attends, parenthèse, Juliette, en vitesse, Seb. Ouais. Toi aussi, raconte-nous.
Et Quoi? là, tu avances dans le temps, tu parles de Newcastle. Vous êtes connu comment à Newcastle? C'est ce que bah, il va raconter. C'est pour ça que je te dis ça. Comment on, Ok. comment on s'est rencontrés. Ah, ok, d'accord. Bon, d'accord. On laisse Et en inviter. fait, parce que la transition, parce que elle est intéressante entre le. C'est bien qu'il ait raconté son côté footballeur, parce qu'il a connu tout comme nous, l'évolution, bah, pas la même, mais voilà, on est dans le même, Oui, le process. Ouais. même processus. Parce que quand je répète, quand il se dit qu'il a cette vie, il a vraiment cette vie, ou plus. C'est-à-dire que il est passé par tous les postes, entre guillemets, de ce monde. Il a tout vu, il connaît tout, donc je veux qu'il en parle aux gens. Parce que quand il parle souvent aux gens, on est avec des gens, il a sûrement plus d'expérience dans tout cet écosystème du football qu'un joueur qui, lui, a connu que le côté joueur. Et vraiment, c'est pour ça que lui, voilà, raconte en finale comment tu es arrivé à Newcastle, comment tu es, voilà, comment es devenu aujourd'hui. Bah, en fait, le truc, c'est que après Le Havre, je leur ai dit, vas-y, j'arrête le foot. C'est-à-dire que j'ai dit, vas-y, c'est quoi, flemme. Tous mes anniversaires, je les passe à l'hôpital. J'ai dit, à un moment donné, vas-y, j'arrête. Mais je n'allais pas arrêter. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que je pars en Angleterre. Et à ce moment-là, je rentre à Londres, je rentre chez mes parents, tout ça et tout. Et j'ai toujours cette envie de jouer au foot. Et au final, bah, je vais dans des clubs anglais et ils ne me connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas me juger par rapport à mes blessures, etc. et tout. Et au final, tout se passe mieux que j'avais imaginé. Donc, je fais quelques clubs. Il y a même des clubs qui me proposent des contrats pro que je refuse. Parce que, bon, tu sais, quand tu es jeune, on te propose de jouer en Ligue 2 à Barnet alors que tes potes, ils jouent à la Ligue des Champions. Non, merci, tu vois. Donc, j'ai dit non, pas si bas. Et après, je suis passé à Millwall. Et à Millwall, ça s'est super bien passé. Au final, j'avais plus cette appréhension au niveau du genou. J'étais revenu d'une manière convenable. J'étais pas le joueur que je savais que je pouvais être, mais au moins, bah, il y avait quand même des joueurs nuls, hein, pas nuls, vous me comprenez. Il y a des joueurs Moins qui, doté, on va dire, ouais. il y a des gens qui étaient là, ils faisaient partie du groupe. Là, à ce moment-là, ça m'aurait pas dérangé de faire partie du groupe, tu vois. Donc, tout s'est bien passé à Millwall. J'ai fait plusieurs matchs avec eux. On a fait, et le dernier match que j'ai fait avec eux contre Crystal Palace, ils nous ont dit, bon, on vous donne la réponse aujourd'hui. À la finalité, ils nous ont dit c'était good. Rendez-vous mercredi. Mercredi, on arrive au club. Le coach, il s'est fait virer. Donc, je dis, bon, nouveau coach qui arrive. Les gars, on va pas vous prendre. J'ai dit, OK. Je repars chez moi une dernière fois. Et après, j'ai mon gars, Charles, lui, qui est à Newcastle United. Et il me dit, vas-y, frère, moi, je suis là, je galère ici, viens avec moi, tu vois. Et c'est là qu'au final, bah, je me suis retrouvé à Newcastle. Parce que bah, tous mes potes, que ce soit Charles, que c'était Las, que c'était... Tous mes potes étaient dans des clubs pro. C'est-à-dire que quand on te dit qu'au centre de Et formation... voilà les clubs en plus. Hein. Ouais, en fait, nous, on nous a toujours dit, hein, quand tu passes pro, vous allez être un ou deux par génération. Il faut savoir que le jour où moi, je me suis blessé, tout le monde est passé pro. Sans exception. Waouh. Même les remplaçants et même les mecs qui n'étaient pas dans le groupe. C'est-à-dire qu'en 85-86, le jour où je suis blessé, les joueurs qui n'étaient pas dans notre groupe, c'est des joueurs par exemple comme Kevin Hanin, les Eddie Kangou, des joueurs qui ont au final sont passés pro. Carrière, ouais. Et il y a ceux qui étaient là, bah, ils ont tous signé dans un club pro, ils ont eu des carrières différentes, mais en tout cas, tout le monde était pro. Donc j'avais des potes de partout. Et vu que j'avais toujours une bonne relation avec tout le monde au centre, j'étais un peu le daron, entre guillemets, un peu avec tout le monde, toujours cool, tout ça et tout. Charles, lui, était dans ma chambre, c'est le petit ref. Et ben, vu que j'étais la seule personne qui parlait anglais couramment au centre, et eux, ils étaient tous maintenant en première ligue, bah, je suis parti avec lui être à ses côtés. En même temps, moi, ça me faisait du bien parce qu'au final, j'étais juste rentré chez mes parents. Et on sait tous quand on fait du foot et on n'a pas de club et on est à la maison et tu es en train de te chercher parce que là, tu es en train de te dire, bah, c'est fini, quoi. Qu'est-ce que maintenant je vais faire? Parce que toute ma vie, c'était que ça. Et concrètement, attends, ouais, je pense que Ricky, c'était quoi ton quotidien à Newcastle et combien t'aidait Charles en fait? Mais en fait, mon quotidien, je gardais toujours la forme. Ça veut dire que c'était... bah, lui, il allait aux entraînements.
j'allais avec lui. Donc, je l'accompagnais. En plus, à Newcastle, c'était assez cool parce que limite, tu pouvais croire que tu me croises à Newcastle, tu pouvais croire que je suis au club, tu peux me croiser dans la salle de kiné, tu peux me croiser avec Baba Yaro, tu peux me croiser des fois. C'était quoi? C'était Graham Souness à un moment donné qui était chez vous et tout? Moi, des fois, j'étais là sur le banc, à côté. J'étais là, T'as quoi. la- En salle de muscu, tout ça. Ouais, j'étais là au petit-déj, même j'allais manger avec eux. Vraiment extrêmement à l'aise. Et avec Charles, ben, je l'aidais pour tout, quoi. Parce que vu que moi, j'étais fluent en anglais, quand il y avait des petits trucs à faire, ben aussi, lui, il était seul. Donc, on s'aidait mutuellement, tu vois. Dès qu'il y a besoin de quelque chose, s'il a besoin d'une traduction pour X chose, il a besoin que j'aille chercher quelque chose, il a besoin que je fasse quelque chose, ben moi, j'étais là, en fait. Et par rapport à ça, justement, bah, tu le dis très bien, tu as vécu un peu ce côté pro sans l'être. T'avais pas une petite pointe d'amertume, malgré tout, de côtoyer ce niveau-là avec Charles, justement, mais ne Mm. En fait, pas en être? le truc avec moi, c'est que j'ai une façon de voir les choses, c'est que j'ai pas de regrets. Hmm. En fait, tous les objectifs que je me suis donnés, je les ai atteints. Maintenant que je puisse pas faire de foot, bah, c'est pas de ma faute en soi. C'est-à-dire que très 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 rapidement, j'ai fait le deuil parce que bah, après 6 opérations du même genou, la détente c'est pas la même, l'accélération c'est pas pareil, la flexibilité, la mobilité, il y a tout qui change. Donc c'est pas avec la rage ou ouais j'en veux tout ça et tout, je vais tout défoncer, tout ça. Non, c'est que j'étais handicapé. Ouais, Donc c'était c'est le terme, ouais. finalement, j'étais plus content de voir mes amis réussir qu'autre chose. Ok. Et donc, ça m'a jamais traversé l'esprit de me dire, ah putain, si c'était moi, nanana. Et encore une fois, avec des scies, on coupe du bois, hein. Et encore plus aujourd'hui, quand je fais, on va dire, quand je zoom out sur ma vie et sur le foot, etc., bah, le jour où moi je me suis fracturé la rotule, le joueur qui est rentré à ma place, c'est Kevin Alain. Et on jouait au même poste. Ouais. Et aujourd'hui, lui, il est dans sa situation. Donc en fait, se dire, ouais, si c'était moi, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Franchement, c'était même pas un truc. Ouais, chacun son destin, en fait, en gros. Voilà, tu vois, C'est c'était. ça, hein. Ouais, je suis Ouais, t'as accepté la fatalité de te dire, voilà, le foot, c'est pas un manque de qualité, c'est que c'était pas mon pathway parce que les blessures. Parce Ouais. que vraiment, voilà, ce genou particulièrement qui t'a handicapé, comme tu le dis bien. Non, non, c'était clairement ça. Et Et après, tu réalises très vite qu'en fait, il n'y a pas que le foot. Mhm. Et, et moi, j'aime bien tout ce qui est business, entrepreneuriat, tout ça et tout. Et à un moment donné, je regarde autour de moi, je regarde dans l'écosystème du football et je réalise que tous les présidents de clubs, ils n'ont pas fait de foot. Et je me dis, bah, au final, moi, j'ai aimé le foot en tant que gamin, mais à partir d'un moment où le foot, ça devient un métier, moi, j'ai fait du football, c'était pour me dire que je pouvais gagner assez d'argent pour aider ma famille. Donc maintenant que je fais plus de foot et que le but est toujours le même, c'est d'aider ma famille, comment est-ce que je peux devenir utile dans cet écosystème et comment est-ce que je peux être dans une position où je peux le faire? regarde, tu vois, G, parce que ce côté de l'entourage, parce que tu vois, la série, on a tous regardé la série Entourage. Je me rappelle, on l'a regardé même ensemble quand on allait chez Charles, quand on était chez moi ou chez Charles. Euh, Aujourd'hui, avec le recul, on parle beaucoup de l'entourage dans l'entourage, tu vois, des potes, les mecs qui sont là, les limites, ils sont au service des gens, et tu vois, le mauvais entourage, mais il y a aussi un bon entourage. Toi, aujourd'hui, dans ce que tu dis, dans la continuité de ce que tu dis, moi, j'ai vu et je le vois jusqu'aujourd'hui, mais comment tu as fait pour devenir un bon entourage, et est-ce que tu as déjà été un mauvais entourage pour tes potes? Enfin, pour nous, quoi. Après, mauvais entourage, je sais pas, bon entourage, peut-être. Ben, en fait, parce que moi, je n'étais pas un yes man. Ça veut dire que moi, j'ai pas rencontré des gens en boîte, je les ai pas rencontrés parce qu'ils étaient connus. Et la majorité des mecs avec qui j'ai toujours des relations jusqu'à aujourd'hui, bah, c'est des gens que j'ai rencontrés quand on avait tous des rêves de gamin, on n'avait rien. Donc, s'il merde, moi, je lui dis. Tu vois, je vais pas être le mec qui va dire amen à tout parce que
aujourd'hui tu es dans tel club, aujourd'hui tu as tel montant. Non, on se connaît pour de vrai. Donc, j'ai plutôt être cette personne qui était, on va dire, une barrière entre les gens qui leur voulaient potentiellement du mal ou qui voulaient leur argent, etc., et les joueurs. Et moi, j'étais au milieu, tu vois, je faisais un peu le pont, ou du moins, je faisais la douane. Mhm. Donc, je pouvais être détesté de beaucoup de personnes parce Non, que tu je n'avais l'étais, pas tu accès. l'étais. Non, tu l'étais. Tu l'étais. Ah, mais tu peux que me détester parce que je vais te dire la vérité. Parce que moi, je vais voir réellement ce que les personnes vont voir. Parce que le joueur, quand il est dans sa bulle, il n'arrive pas nécessairement, ou du moins, il n'a même pas le temps de faire attention aux personnes qui sont là pour autre chose que pour son bien. Alors qu'en réalité, en étant avec certains joueurs, bah, c'est plus intéressant pour moi que eux ils soient bien, pour que nous, on soit bien. Je sais pas si tu me captes. Mhm. Parce que les gens, ils voient les joueurs uniquement sur le terrain, tout ça et tout. Mais moi, j'ai les mecs à la maison, tu vois. 24/7. Donc, on est ensemble, donc on sait c'est quoi les hauts et les bas, la santé mentale, les galères, les soucis, la famille, tout ce genre de problèmes-là où tu as besoin de discuter avec quelqu'un. Mais il n'y a personne. Parce qu'on s'imagine en fait que la minute où tu es un footballeur professionnel et que tu commences à toucher de l'argent, que tu deviens quelqu'un d'autre. Alors que tu es le même enfant. Ouais. Tu es juste en train de grandir et t'apprends. Et logiquement, dans la vie, on apprend de nos erreurs, mais on te laisse même pas en faire. Et du moins, même quand t'en fais, on ne te dit pas que t'en as fait. Ouais, c'est réel. Hein. Donc, dans ton entourage, des fois, bah, moi, je pouvais être là à dire des folies, même si on les prenait mal, c'était vrai. Donc après, tu dors, tu fais ce que tu veux avec mes informations que je te donne, mais moi, j'étais en fait un rappel permanent pour certains qui étaient autour de moi que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et il y en a qui le prenaient mal, il y en a qui l'acceptaient pas. Non, je ne vais pas Comme dire qu'il y en a genre qui avec qui tu l'acceptent pas. étais Oh, régulièrement. je peux même pas. Honnêtement, moi, j'ai un niveau de franchise qui fait que je te dis ce que je pense. Après, est-ce que tu le prennes bien ou pas, je m'en fous, tu vois. Tu as un exemple d'une barrière que tu as mis ou que tu mettais constamment ou de mise en garde, tu vois, qui n'était pas appréciée quand nous, joueurs de foot, tu sais, t'es dans, comme tu dis, tu vis dans une espèce de bulle où quand tu as bien joué, quand ton téléphone il fait que de sonner et que tu as un match dans 3 jours et qu'on te propose de sortir, il y a des choses, tu as des exemples concrets de limites, de barrières, tu vois, pour Mais rappeler. à ce niveau-là, j'étais assez. Comment dire? On faisait pas n'importe quoi. Ça veut dire que j'avais mes potes, mes frérots, où on est tous les jours H24 ensemble, mais ils savaient qu'au moins, si on sortait, que ça allait rester clean d'une manière ou d'une autre, que j'étais toujours là pour regarder ce qui se passait derrière, tu vois. C'est-à-dire que ce soit même pour la logistique, on va dire, de même nos vacances, de nos sorties. Tu vois, des fois, tu fais pas attention, des personnes qui vont venir te prendre en photo pour essayer de te faire du chantage ou des meufs mal intentionnées qui vont venir pour essayer de faire des trucs. J'étais vraiment la personne qui allait te dire non, fais pas Mm. ça. Désolé, pas elle. Et des fois, ça fait mal, hein, parce que tu es jeune et tout, tu vois une nana et tout, tu crois qu'elle kiffe pour toi. J'ai dit, hey, poto, t'es vilain un peu. Reste tranquille. Elle est pas là pour toi. Viens, on n'oublie pas c'est quoi les objectifs. Mhm. Fais ça, fais pas ça. Donc, ouais, non, non, à ce niveau-là, j'étais assez transparent, tu vois. Et j'avais des bons potes aussi, donc au final, ils venaient me demander aussi qu'est-ce que je pensais. Donc, c'était aussi un échange. Ouais, il y avait cette relation de confiance parce qu'en fait, tu vois, j'aimerais qu'on mette tu sais, qu'on mette un grand chassé dans le stéréotype de l'entourage français, paradoxalement à l'entourage anglophone. On donne beaucoup d'importance à l'entourage aux États-Unis, peut-être en Angleterre aussi, sur en fait, ton socle, il est important. Donc, du coup, tu n'es pas forcément mal entouré, tu es entouré. Alors qu'en France, dès qu'on évoque le mot entourage, c'est nécessairement négatif. L'entourage, en gros, qu'on se le dise, c'est que des jeunes de quartier, soi-disant. Il y en a trop et c'est forcément malsain. Alors que, tu vois, vous parlez de la série Entourage. Dans la série Entourage, Vince Chase, son pote d'enfance, c'est son manager. Son Ouais. frère,
Ouais, son frère, c'est un peu une galère, mais il vit une petite carrière par procuration. Et le quatrième des potes, c'est le mec qui est un peu dans la soirée, un peu dans le qui organise Turtle, tu vois, le chauffeur, et qui est le côté détente. Mais il y a quelque chose de très très sain à tout ça. Et toi, comme tu nous le décris, ton rôle, il est beaucoup plus proche du côté bienveillant, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je voudrais aussi qu'on mette un J'ai chassé dans cette idée que l'entourage, c'est je profite de ton oseille, je te fais faire de la merde, et en fait, je fonce ta carrière dans un mur. Non, mais en fait, moi, au tout début, mais limite, l'argent n'avait pas traversé mon esprit. C'est que dans une deuxième phase que j'ai compris qu'en fait, que ce que je faisais, c'était un métier. Parce que initialement, j'avais l'impression juste de rendre service à mes potes. C'est-à-dire que, ah, vas-y, tu peux pas aller là-bas, bah vas-y, faut que j'aille dans tel pays récupérer la voiture que tu as demandé pour que ça évite de payer plus de frais, ok, je vais le faire. Tu as besoin de ci, tu as besoin de réserver ça, je vais le faire. Donc j'étais limite devenu un homme à tout faire, mais de manière volontaire. C'est-à-dire que moi, c'était un kiff. C'est-à-dire que c'était limite une fierté de me dire, ah ouais, j'ai mes potes, ils sont en première ligue, ils sont en équipe de France, tout ça et tout. Ils ont besoin de quelque chose, vas-y, tu m'appelles, j'y vais, tu vois. C'était pas. Et parce que même à cette période-là, ça se trouve que j'étais en plein deuil de ma situation. Donc ça me gardait, ça me maintenait occupé. Et c'était même bénéfique aussi pour moi de faire partie de cet écosystème-là et de toujours être à côté et me dire, ok, c'est cool, tu vois. Ah, il y a ça à faire dans ce métier, il y a ça à faire dans ça. Et j'apprenais beaucoup des personnes auxquelles j'avais accès. Parce que quand tu es à côté des joueurs, tout le monde veut leur parler, mais vu qu'ils sont obligés de passer par moi, bah, je fais ce filtre-là et je découvre d'autres horizons. Et c'est là où ces horizons. Vas-y, Ricky, vas-y. Après. Non, 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 vas-y, bah, c'est là, c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, tu vois, où ces horizons-là, parce que moi, j'ai regardé, tu parles de la manière dont tu fais les choses, que tu les fais, on en parle souvent, le naturel, tu t'es retrouvé dans des endroits, aujourd'hui on parle, c'est là où King G5 est né. Ah Voilà, ouais, c'est ça. C'est là où King G5 est né, et pour les gens qui qui savent pas dans tous les cas, King G5 est né, mais il est né d'un VI de pays luxe. de luxe. VI de luxe, d'accord? Pays VI de de luxe, vendeur d'illusions, luxe. d'accord? Vendeur d'illusions, on regardait Go Michel. À chaque fois, on regardait des épisodes de Go Michel, Charles, Gildas et moi. On regardait, on sortait de l'entraînement, on allait à Nandos, 20 Wings, Frites, on avait notre rituel. On allait à Lumichis, on allait à Nandos, on rentrait, on se posait, soit chez moi, soit chez Charles, et on regardait des épisodes de Go. Et en fait, Go, pour ceux qui ne savent pas, humoriste ivoirien, et il a commencé un jour à dire je suis un VI, vendeur d'illusions. Et en fait, et nous, on faisait que de répéter ça. Et ce que je veux dire, c'est que G étant G, Gildas étant Gildas, avec le côté super sharp, tu vois, rapide, comme il a dit, il voit des gens, il voit l'entourage, que les gens qu'on fréquente. Et un jour, après, il va raconter comment il est devenu VI Deluxe et King G5, comment il a profité de qui il est naturellement pour vraiment step up, tu vois, pour devenir vraiment cette personnalité et créer cette persona de King G5. Ouais, non, mais en fait, c'était marrant de voir les personnes autour des joueurs, comment ils se comportaient. C'est-à-dire que les gens, ils étaient aveuglés par ce que les joueurs étaient, pas pour qui ils étaient, mais par rapport à ce qu'ils avaient. Et quand je me suis mis avec Charles, Seb, on rigolait, on parlait de VI, je leur ai dit, attendez, vous allez voir c'est quoi un VI. Et je me suis lancé dans un truc, c'était trop marrant. Mais c'est un peu comme les influenceurs ils font aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Mais le délire, c'est qu'il y en a beaucoup qui se perdent dans ça. C'est-à-dire qu'ils vont se créer un personnage sur les réseaux, se donner une image, et ils vont se perdre. Moi, pas du tout. C'est-à-dire que j'avais des objectifs très précis, et j'allais utiliser en fait cette hype, ce mindset des réseaux sociaux un peu bling bling, show off, et montrer en fait un lifestyle démesuré, et en appelant ça un vendeur d'illusions. Et il y en a plein, ils ne savaient même pas c'était quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'au final, c'était devenu comme une trend où tu avais plein de joueurs qui faisaient le signe VI, qui mettaient VI sur leurs chaussures, leurs voitures, leurs cheveux. Ils mettaient des buts, et c'est là en mode VI, VI, VI. Mais parce qu'en fait, j'avais créé un personnage comme ça sur les réseaux qui était devenu marrant pour moi. Au début, c'était vraiment pris à la rigolade et c'est devenu vite, vite, vite viral, on va dire.
Et jusqu'à Rick Ross. Ouais, non, j'ai fait des events, tout ça et tout. Il y a Rick Ross qui est venu sur Paris. On a fait un event au Red Light. Je l'ai fait faire une vidéo. Il dit VI Deluxe, tout ça et tout. Et c'était un truc de ouf où je me suis dit, mais on est dans un environnement quand même où des personnes, elles sont attirées par du paraître avec une facilité. C'était genre impressionnant. Aujourd'hui, maintenant, on le constate, hein, comme tu l'as dit, toi, tu es arrivé avant l'ère des réseaux sociaux. Alors imagine aujourd'hui. Ah ouais, non, mais c'était impressionnant. Et moi, je le faisais pas de manière où je cherchais derrière à faire du mal aux gens ou à mettre des arnaques ou des trucs comme ça. C'était au début vraiment juste un kiff avec des potes, Hmm. entre nous. Et au final, ça a grandi. Et jusqu'à limite, après, j'avais lancé une marque de vêtements où j'ai jamais vendu même une pièce d'ailleurs parce que je ne voulais même pas, je savais même pas en fait pourquoi je me suis lancé dans ça. Mais c'était un kiff parce qu'en fait, moi, je suis super curieux et j'aime bien créer des choses, mais uniquement pour découvrir et comprendre le process du pourquoi, du comment. C'est-à-dire que on va dire, comment on peut dire en français? T'inquiète pas, on est entre anglophones ici, tu peux tout Ah gérer en anglais. ouais, en fait, c'est le mindset, tu vois, c'est limite, je vais voir un projet et je vais me dire, ok, d'accord, je peux faire ça, 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 ça. Et une fois que j'ai compris, bah, je passe à un autre. Donc la marque de vêtements, je me suis dit, ok, je vais le lancer dans une marque. Pourtant, je suis pas fan de textile, tout ça, tout, j'aime bien m'habiller, tout ça et tout, mais je suis pas un fan de mode, c'est pas un truc qui me dit, ah waouh, je vais lancer une marque. Et une fois que j'ai capté comment ça fonctionnait, bah, j'ai basculé sur autre chose. Je ne me suis même pas lancé. Entrepreneurial. Tu m'as dit quoi? À l'esprit entrepreneurial depuis longtemps. Ouais, 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 mais c'était. Bah, après, j'ai toujours eu ce côté un peu geek aussi, parce que quand j'étais petit, je faisais des sites internet, tout ça et tout, très tôt. Mais ouais, non, c'était ça en fait. Et Mais maintenant, donc, du coup, ouais, vas-y, tu vas-y, sais, vas-y. quand tu vois, on voit que tu avais énormément de bienveillance et que tu faisais toutes ces choses pour les bonnes raisons. Et tu sais, tu racontes que ça a changé en regardant Go, VI, tout ça. Mais alors, à quel moment ça a commencé à devenir un métier rémunéré? À quel moment Ok, t'es devenu un entrepreneur? le moment où c'est devenu un métier rémunéré, je crois que je devais être chez mes parents. Et je suis là chez mes parents, bon, on les a assez dit que c'est fini, parce que ça fait déjà 2 ans que je suis au chômage, tout ça et tout, et que je tourne avec tous mes gars. Et je me dis, bon, à un moment donné, il faut quand même que je gagne ma vie. Et je commençais à réaliser, en fait, que il y a plein de personnes, en fait, qui venaient à moi, à qui je pouvais donner des numéros de téléphone. Tu vois, j'avais tous les agents qui me contactaient. Parce que pour parler à un joueur, il fallait passer par moi à un moment donné. Donc, ils me Hmm. contactent, est-ce que tu connais lui, et moi, bon samaritain. Ah bah tiens, 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 tiens. Bah, je partageais les numéros de mes potes. Parce que quand je vois un agent qui vient, du moins en plus c'était l'image qu'on avait des agents à l'époque, où on te faisait croire et comprendre que limite il te faut un agent pour tout, et que si t'as pas d'agent, bah, peut-être tu n'auras pas un gros contrat ni un gros club. Bah, quand il y avait des agents qui me contactaient, bah, j'étais super content de leur donner le numéro d'un de mes potes et qu'ils puissent faire des deals, tu vois. Et quand j'ai vu qu'au final, bah, il y a des mecs qui ont fait des millions d'euros grâce à des numéros de téléphone que j'ai donnés, et en retour, ils m'ont juste dit merci, je me suis dit, bon, il va peut-être falloir que moi-même, je me structure dans ça, tu vois. Et j'ai eu une rencontre qui m'a beaucoup aidé. J'ai eu une rencontre qui m'a beaucoup aidé. C'était une femme que j'ai rencontrée et qui était dans le milieu du foot et qui m'a dit un jour, elle m'a dit, ouais, mais toi, en fait, tu connais toute la planète. Pourquoi tu fais pas agent? Genre, pourquoi tu passes pas ta licence, tout ça et tout? Moi, personnellement, ça m'a jamais intéressé. Donc, je lui ai dit, non, 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 mais je peux faire du consulting. Je peux ouvrir une boîte et donner des conseils, tout ça et tout. Mais le métier d'agent, je pense pas que c'est un truc que je peux faire, tu vois. Et à la finalité, ben, ça s'est fait assez vite. Dans le premier transfert où j'étais inclus en tant que consultant, c'était Charles de Newcastle à Wigan. Et à ce moment-là, j'ai compris que en fait, je pouvais être rémunéré par rapport à ce que je pouvais apporter ou par rapport à mon réseau. C'est pour ça qu'il y a une phrase que je dis tout le temps, Your network is your net worth. Donc, Hmm. j'avais pas besoin au final vu que j'étais entouré de ces personnes-là, j'avais uniquement besoin d'être moi-même et d'être quelqu'un de bienveillant et sympa pour mettre des personnes en relation. Et une fois que tu as une structure, ben, et que tu es vraiment bien structuré, tu peux envoyer une facture, tu as une entreprise et tu as un compte pro, etc.
ben, la mise en relation de deux personnes, ça vaut quelque chose. Malheureusement, des fois, il y en a qui ont du mal à le comprendre quand on vient de la cité, où on dit non, on est ensemble, la famille, on s'entraide, tout ça et tout. Mais dans le monde corporate, c'est un métier. Être consultant pour toutes des mises en relation, ça coûte de l'argent. Et encore plus quand il y a de l'affectif, parce que si moi, je donne par exemple mon numéro, ou si Seb il donne mon numéro à quelqu'un, bah, si Seb il me dit ok, tu peux parler avec cette personne, c'est par rapport à la relation que moi j'ai avec Seb que je peux avoir accès à cette personne-là. Donc si eux ils ont une mauvaise relation, en passant par Seb, peut-être que je vais pas faire le deal. Hmm. Donc il y avait toutes ces choses-là qui étaient Tu rentrées. facturais ta crédibilité. Ouais, bah, à un moment-là, à un moment donné, ton réseau devient ta valeur. Et c'est pas. Mais moi, en fait, ça, je le voyais pas au début. Mais c'est une fois que j'ai compris qu'en fait, j'étais le middleman de ceux qui faisaient de l'argent. Je me suis dit, mais attends, à un moment donné, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, tu vois. Il serait peut-être temps que moi aussi, je sois payé pour les services que je rends. Et c'est là que j'ai commencé à me lancer dans ces choses-là, en créant des structures. Mais mon modèle économique, il était différent de certaines agences. Ça veut dire que moi, je prenais pas sur les joueurs, mais je prenais sur ce que je leur faisais économiser. Ok. C'est-à-dire? Bah, il y a des boîtes, par exemple, toi, tu vas leur demander un service, ils vont rajouter une commission par-dessus, ou ils vont gonfler les prix pour se faire de l'argent. Bah, moi, je vais négocier, par exemple, avec des marques ou avec des hôtels ou des services de jet privé, un tarif pour les joueurs qui va être inférieur. Et je vais prendre une marge sur l'argent que je leur fais économiser. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à me dire que je vais. C'était même quand c'était assez tôt, mais je me disais, putain, je peux pas faire de l'argent sur mes potes. Mhm. Pourtant, je faisais pas de l'argent sur eux parce que j'étais vraiment en train de leur donner un service et mon temps, il vaut quelque chose, mais j'arrivais pas. C'est pour Donc il ça que, fallait que tu arrives à justifier le voilà. fait que tu crées un deal et Mm. que dans ce deal, dans l'économie créée, générée, toi, tu prenais un pourcentage de cette économie pour que ça reste encore une économie. Parce que j'imagine que si tu peux avoir un jet à 10 000, que tu arrives à l'avoir à 6 000 et que tu prends 4 000, au final, il y a zéro économie. C'est ça. Donc, fallait trouver un juste milieu. Et cette manière-là, elle était pour moi. Parce qu'après, on est tous libres de faire ce qu'on veut, tu vois. Mais moi, c'était ma manière de faire les choses. Je me voyais pas prendre plus. Parce Ok. que, ben, moi, je sais ce qu'ils ont vécu. Parce que je l'ai vécu. Je connais leurs sacrifices. C'est-à-dire que je n'étais pas une personne. Parce qu'il y a beaucoup d'agents aujourd'hui, et c'est tout à leur honneur, ils font ce qu'ils veulent, tout ça et tout. Mais ils vont voir les joueurs comme des biens immobiliers, ils font du trading. Moi, j'étais dans ce côté-là où j'étais le joueur, tu as des rêves, tu as des responsabilités, etc. Et pour moi, mon travail n'était pas tellement. Vu que c'était facile de faire certaines mises en relation, je me disais pas que je pouvais prendre autant d'argent pour deux, trois coups de fil, tu vois. Et à la suite de ça, tu vois, là maintenant on a un certain âge, on arrive, tous tes potes sont en fin Ah de oui, carrière ou retraités, tu vois. oui. Et toi qui as été dans le monde réel, que tu t'es réinséré plus rapidement, parce que tu vois, pour moi, je dis toujours que nous, on est dans notre monde parallèle, on est comme en prison, on sort de prison et on doit se réinsérer dans la société, dans la vie normale. Et par rapport à tu vois, à l'après, à la reconversion, à tout ce que tu vois, ce que tu vois aujourd'hui, c'est quel regard que tu as sur le footballeur, parce qu'on en parle souvent. C'est quoi les mots que est-ce que tu vois des fois des trucs qui tu te dis putain laisse tomber, il est dans la merde, il va jamais s'en sortir. Genre il va jamais s'en sortir parce que psychologiquement, souvent quand on est dans ton bar, on est assis, on refait le monde, on Mhm. tas de choses et on ne voit les conversations, tu vois, où les gens des quand let it go, tu vois, ils peuvent pas là, tu vois, et ils sont là. Toi qui as fait beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat, tu as fait plein de choses, on dit tu as un bar, tu as plein de choses. Mais en fait, le Comment truc, c'est que tu juges? c'est pas facile, je pense, parce que c'est pas, en règle générale, c'est pas le joueur de foot qui s'arrête, mais c'est le foot qui l'arrête. Et il y en a, ils sont pas prêts à ça.
Quand c'est le foot qui t'arrête, et que toi, tu as des envies et que tu as des rêves et que tu as des projets et du jour au lendemain, tu te retrouves seul, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de faire le deuil parce que moi, je ne vais pas les nommer, mais je reconnais plein après la retraite, c'est Dépression United, hein. Et personne n'est accompagné. C'est-à-dire que c'est ces moments-là qui sont vraiment cruciaux, où les personnes elles doivent être présentes pour ces personnes-là. Parce que, comme tu as dit, on est dans une bulle depuis très tôt. Surtout ceux qui sont en centre de formation depuis l'âge de 12 ans, ils ne connaissent pas le monde réel. Le monde du business, il est sans pitié. C'est pire que la rue. C'est... Nous, on marche parce qu'on a eu des principes, on a été éduqués dans un certain cercle où on doit être ensemble, on est une équipe, on est soudés, alors que dehors, c'est la jungle. Donc, il y en a plein maintenant, quand ils se retrouvent seuls, ils ont leur appartement, leur maison, ils font leur carrière, et ils ont toutes ces personnes qui viennent les conseiller, qui s'entourent d'eux, et qui ne réalisent pas que, en fait, tous ces conseils-là, ils ne sont pas gratuits. Il n'y a rien de gratuit. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et ça, le joueur, il doit le savoir. Donc, les abus de confiance, ils sont sans limite. Et après, quand on va dire le joueur, à la fin de sa carrière, tout va mal, tout ça et tout, je pense qu'il devrait y avoir des structures ou des personnes ou des clubs qui commencent à implémenter tout ça, tu vois, pour faire comprendre que le foot, c'est juste une partie de ta vie et après, il y a le monde réel et le monde réel, faut s'y préparer, tu vois. Ruthless. Ah, ça. Et toi, justement, t'as pas songé à te pencher là-dessus? Ou alors, à ton échelle, t'as guidé quelques Ça pas fait déjà, clients, mais anciens gars à toi, tout ça. ça fait déjà 5 ans que Seb, il essaie de me tirer sur un podcast. Donc, crois-moi que, je sais pas, ça m'est... Il y a plein de personnes qui me disent ça. Et toi, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça et tout, mais je sais pas, je préfère le faire à Ouais, huis de manière clos naturelle. ou avec des personnes, c'est naturel, je peux donner des conseils, tout ça et tout. Et comme ça, au moins derrière, je vais pas avoir cette pression de maintenir à un certain niveau ou cette certaine rigueur. Parce qu'à la réalité, au final, moi-même, je suis toujours en train de me trouver, de me chercher, je suis toujours en train d'évoluer. Donc, Mhm. je pense que c'est que quand tu sais que, ok, tu as atteint un certain stade de ta vie à titre perso et que tu veux retranscrire des choses et tu veux faire passer ce message-là, oui. Mais moi, là, je suis toujours en train de me chercher, là. Mais est-ce que, comme tu l'as bien dit, pour toi, c'est super important d'être authentique vis-à-vis de tes potes? Et aider tes potes, c'est facile, mais aider des gens que tu connais pas ou que tu n'as pas accompagné toute leur vie, peut-être que c'est toi qui deviens la jungle pour eux une fois qu'ils arrêtent. Parce qu'à un moment donné, si tu es obligé de dire à quelqu'un, écoute, t'as merdé fort, t'es marié avec la mauvaise personne, elle est en train de te plumer, t'as plus d'intérêt. Est-ce que ça devient pas beaucoup plus difficile si, avec Pignon sur rue, tu te retrouves obligé de Ouais. donner ces conseils-là parce que c'est les bons conseils? C'est peut-être ça Ouais, aussi, non? j'imagine que c'est ça. En fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand tu parles avec des proches à toi, tout ça et tout. Vous pouvez parler à cœur ouvert, entre guillemets. Mais en face, je pense qu'il faut que des personnes qui aient accepté tout ça. C'est pour avoir la discussion. Si c'est juste moi, je suis là, je suis en train de te dire, ouais, t'as fait ci, t'as fait ça. Il va dire, mais toi, t'as fait quoi, tu vois. Alors qu'en réalité, il faut déjà que la personne elle fasse un travail sur elle-même, ce qui est assez difficile déjà de réaliser en fait que, putain, merde, je suis en train de marcher sur le mauvais chemin. Parce qu'en tant que joueur, tu as toujours cette espérance du prochain contrat, ce fameux prochain contrat où à ce moment-là, tu vas faire les choses. Comme les gens qui se disent, je vais aller à la salle de sport à partir du 1er janvier, tous les ans. Donc nous, dans le foot, c'est non, t'inquiète, le prochain contrat, je vais mettre de côté, le prochain contrat, je vais investir. Et tu es à la fin de ta carrière. Mm. Donc ce serait bien d'en accompagner beaucoup parce que quand on parle de foot, on fait que référence à tous ceux qui gagnent des centaines de millions. On oublie les 400 mecs qui sont à l'UNFP tous les ans. On oublie que la durée moyenne d'un footballeur elle est entre 6 et 7 ans parce que c'est 2 contrats et que c'est des CDD. On oublie beaucoup de choses. On se focus que sur les mecs qui font des 15 ans de carrière. Mais ça, il n'y en a pas énormément. Et vu que maintenant, les jeunes signent pro de plus en plus tôt, donc les carrières s'arrêtent de plus en plus tôt parce que malheureusement, aujourd'hui, avec tout l'argent qu'il y a dans le football,
Le football, c'est devenu un business. Et dire à un joueur aujourd'hui qu'en fait, tu n'es qu'une valeur marchande, que certaines personnes vont trader et qu'à un moment donné, même si tu as des capacités, tu n'as plus de valeur marchande. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas te prolonger. C'est compliqué, tu vois. Ça, c'est les paramètres du back-end du football que le joueur sur le terrain ne peut pas comprendre. Il n'a Lui, pas envie de comprendre même. ouais, mais après, tu peux même pas y croire. Parce qu'on t'éduque à croire que on est un club de foot, on est une famille. Et là, comme Quentin te l'a bien dit, ils ont perdu, il a reçu un mail. Clair. Donc, il n'y a pas de famille. C'est business. La famille, elle est au centre de formation. Business, méga business. Hey, go, Michel. C'est business, méga business. Mais ça, tu l'as compris. Après, on va wrap up un peu, mais tu l'as compris vite quand même. Que... Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te dire que ce qui t'est arrivé, la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est celle que tu méritais d'avoir et c'est ta vie. Et que sur le coup, on se pose énormément de questions, mais fin des fins, si tu compares un peu avec la vie de certains de tes potes, de nous, t'es pas plus mal loti réellement à la fin. En tout cas, j'ai pas de regrets. Parce que j'aurais bien préféré avoir eu l'opportunité de jouer être sur le terrain et profiter de tout ça et tout. Mais j'ai pas de regrets. En fait, je pense que c'est chacun qui doit se regarder dans le miroir et se dire est-ce que j'ai fait le nécessaire? Parce que moi, je me suis donné. Ici, je prends le bus à 4h15 du matin pour aller à l'école et que depuis tout petit, quand les mecs ils allaient voir des meufs, moi je faisais des footings avec des poids autour de mes chevilles. Non, je voulais. Donc, et quand tu arrives comme ça à Paris, tu connais personne. C'est-à-dire qu'il y a toute l'île de France qui veut signer dans un club. Et toi, tu viens d'Angleterre, tu es inconnu au bataillon et 6 mois plus tard, tu signes au Havre. Je le voulais. Donc, zéro regret à ce niveau-là. Et après, la vie, elle est ce qu'elle est. Hein, tu vois, on fait des erreurs. Moi-même, une fois que j'ai arrêté le foot, c'est là que j'ai commencé à sortir. Moi, je ne savais même pas c'était quoi l'alcool, tout ça et tout. Mais j'avais fait tellement de sacrifices qu'à un moment donné, une fois que il n'y avait plus de raison de pas enjoy life, j'ai fait... j'ai enjoy my life. On a vu des émissions à cet effet à l'époque, en effet. Ouais, j'ai enjoy my life. Aston Martin, Ah non, j'ai enjoy my life, ouais. Waouh, il s'est fait écraser, il s'est retrouvé. n'importe quoi. Ah, Ça franchement, sent les dossiers, là. non, il a vécu. Quand je te dis, il a vécu. Ah, ce gars. Des fois, je me dis, waouh, tout ça? Beaucoup quand même. Mais après, mais j'avais quand même des objectifs, tu vois. C'est-à-dire que je savais que j'avais une période où ça allait être la zizanie, mais je me suis toujours dit, à 30 ans, j'arrête. C'était vraiment mon truc. Je me suis dit, à 30 ans, là, je vais avoir un business. Je vais avoir des trucs physiques. Je veux avoir un établissement. Je veux construire des choses. Et à 30 ans, j'ai ouvert un barbershop. Là, maintenant, j'ai un bar à cocktail. Et c'était des objectifs, tu vois. En fait, j'aime bien me donner limite des challenges et me lancer dans des projets, faire des choses. Ouais, tu as une vision très consciente parce que tu vois, quand on fait un petit peu le résumé de tout ça, si je me trompe pas, tu nous disais qu'à 17 ans, on t'a donné le surnom du chat. Non, même avant. C'était Même au avant. collège. Non, mais tu te rends compte que là, tu as bientôt 40 piges et que Ouais. tu les as vécues, ces vies. Ça veut dire que tu devais le porter sur toi quelque part. Tu Ouais. vois, ce côté vision, ce côté conscient, ce côté aussi un petit peu mindset que tu as sans doute trouvé avant beaucoup de monde, à savoir pour rebondir d'événements difficiles. Parce que dans Agile. ton vocabulaire, dans ta sémantique, tu as utilisé pas de plan B. Tu as utilisé la confiance en soi. Tu as utilisé faire le travail sur soi, que ce soit conscient ou inconscient. Déjà, tu étais très axé sur ton développement personnel à toi et savoir où tu voulais aller. Ouais, mais en fait, c'est parce que il y a plein de faits marquants qui font que ça vient pas de tout seul, je pense. Après, moi j'ai grandi en Angleterre, éduqué avec le système un peu, on va dire, américain, tout ça et tout. Côté business, t'as envie d'entreprendre ou qu'en fait, on t'explique que pour réussir, faut échouer. Et quand je suis arrivé en France, j'étais entouré de beaucoup de personnes qui avaient peur d'essayer. Et je savais pas pourquoi, en fait. C'est comme dans le foot, tu vois. Il y a des joueurs, c'est les meilleurs au monde à l'entraînement. Mhm. Et on en connaît plein.
Arrivé au match, laisse tomber, ils n'arrivent plus à faire un contrôle orienté. Et moi, j'avais pas cette frayeur-là, et je me disais qu'en vrai, c'est quoi le pire qui puisse arriver? Que j'échoue? Et en fait, les personnes, des fois, tu vas te soucier d'autres personnes, alors qu'en vrai de vrai, les gens ils ont tellement de problèmes eux-mêmes, ils ont même pas le temps de penser à toi. Et des fois, tu as l'impression qu'on te regarde, alors qu'il y a personne qui te regarde, tu vois. Donc moi, mon first enemy, c'est moi-même. Donc si je veux me lancer dans un projet, je vais le faire. Et si j'échoue, tant mieux. Mais autant que j'échoue vite, comme ça, moi, j'aurais appris beaucoup de choses sur le chemin et j'aurais more baggage pour faire autre chose et ainsi de suite. Donc, voilà, c'était. Amen to that. Et bon, allez, juste pour en bonus, Hmm. j'espère que tu vas donner cette anecdote-là. C'est quoi? Allez, quel est on va dire, l'endroit ou la situation la plus, pas rocambolesque, dans laquelle tu t'es trouvé, où tu t'es dit non, je suis quelqu'un. En tout cas, je suis quelqu'un. En fait, je crois où je me suis dit que quand tu as un entourage, un réseau et que tu fais des choses, ça peut t'amener loin. Et je crois que c'est quand j'étais chez Michael Jordan pour son anniversaire. Voilà. Ah, voilà. C'est là que je me suis dit, ah ouais. Quand je lui ai serré la main, je lui ai dit Happy Birthday, je me suis dit, ah ouais, c'est bon en fait. C'est bon. Je suis allé très très loin là. Là, dans le VI, je suis très très loin là. C'est bon. Tapis rouge au All-Star Game 2012, je crois. 2012, Ah ouais, lourd. Il y avait Kobe, LeBron James. Et en fait, ça s'est vraiment fait par hasard. Mais c'est genre par hasard. C'est-à-dire que moi, je restais au London Hotel et je devais aller à Las Vegas après le All-Star Weekend. Je descends en bas et je croise des potes à moi de Paris. En fait, tu avais Doudoune du Quai 54 qui était là. Et ils étaient avec leur équipe, tout ça et tout. Moi, j'étais avec un autre pote à moi. On check, on rigole, tout ça et tout. Moi, il y a ma voiture qui arrive. Et il me disait, mais comment t'as fait pour avoir un 4x4 toi ici et tout? Et je dis, oh non, mais parce que moi, j'ai mon bank account ici aussi aux US. Parce qu'aux États-Unis, en fait, si t'as pas une carte de crédit, bah, ils te donnent pas des voitures. Le crédit score. Voilà. On en parle souvent. Et quand t'es français, tu viens avec ta carte de débit, bah, ils vont juste te passer Standard. les voitures, les Mustangs, les trucs comme ça. Mais moi, j'avais un 4x4 et eux, ils disaient, mais comment t'as fait? Non, je dis, non, mais vas-y, tenez, prenez ma carte et tout, faites votre truc et réservez. Et c'est là qu'après, il m'a dit, ouais, mais tu fais quoi ce soir? Je dis, rien. Il m'a dit, tu veux aller chez Jordan pour son anniversaire? J'ai dit, t'as dit quoi? J'ai dit, bah, bien sûr que je vais aller, ouais, ok. Et ça s'est fait comme ça, donc c'était Families and Friends Only, Team Jordan, tout ça et tout. Donc, ils nous ont récupérés à l'hôtel. On est parti chez lui, il était à l'ancienne, il avait acheté l'ancienne maison de Michael Jackson sur le toit de Bel Air. Et t'arrives là-bas et c'est là que j'ai vu des mecs de Entourage, Turtle, Harry Gold, tout ça et tout. Michael Jordan, comme par hasard, je le croise quand je rentre. Je lui tends la main, je dis Happy Birthday, il me serre la main, je dis mais Attends. Et là, je reçois un coup de téléphone en FaceTime. Parce que il aurait pu me raconter ça. J'allais être un mytho. Là, mon téléphone, il était tard. Tu sais, décalage horaire, je dors pas. Tard, mon téléphone, il sonne. Je vois J, FaceTime. Oh, il est là. Il me dit, négro, tu sais où je suis? J'ai dit, vas-y, laisse-moi tranquille. Tu sais où je suis? Il tourne. Christina Milian qui passe. Et que des gens d'Hollywood. c'était le genre de soirée où tu dis, ah ouais, parce que c'était super cool. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien de tout ça et tout, c'était juste good vibes, mais il y avait toute la planète. Et vraiment, moi, à un moment donné, je vois qui? Ray Allen. Parce que moi, je me rappelle, il Got Game et tout, je kiffais le film. Jesus Shuttlesworth, j'allais dire. Tu vois, il est là. Bref. Il y a Melo, après, tu vois, il y a Steve Harvey qui est là-bas, il y a D-Wade qui danse avec sa femme. En fait, moi, j'étais là avec mon pote et tout. J'ai dit non, je vais pas être ivre parce que ça sert à rien. Je vais kiffer le moment. Ouais.
J'ai juste kiffé la vibes. Et ouais, non, ça c'était. C'est quand même quelque chose. Ouais, ça c'est côté un peu US qu'on aime, quoi. Bah, tu vois, C'est des contracts, il y a plus trop de, on va dire, de classe sociale, Ouais, bah en fait, tout le monde se mélange pas, mais tu as si compris t'es un peu là, le truc, quoi. c'est que tu as eu certains accès ou tu connais certaines personnes donc ils disent que you deserve to be here. Your network is your net worth. de Lewisham jusqu'à Bel Air. Ah, frérot, ça bouge pas. De Lewisham en passant par Chantilly, jusqu'à Bel Air. Non, c'est full circle. Et encore, j'ai cut plein de. Toi, tu dois le kiffer. Là, sinon, on fait un podcast de 20 hours. Ah oui, 20, Je 20 te jure. hours, je dis, c'est le chat, cette vie. En tout cas, bon, G, tu fais quoi ce week-end? Ben là, mercredi, au bar, j'ai un event avec l'Abstract. En fait, c'est une blockchain, c'est un projet crypto. J'ai un event blockchain mercredi. On n'a pas parlé crypto, hein, en fait, G, hein. Ah ouais? On n'a pas parlé crypto, hein, enfin, on sait que tu es vraiment à fond dedans. Et là, Ouais, en plus, comment, j'aime beaucoup cet écosystème-là. là, on voit le raise, on voit le raise du Bitcoin, et je te jure, bon, tu vas rigoler, mais à chaque fois que je vois les chiffres augmenter, je sais pas pourquoi, je pense à toi. Ah, parce qu'en fait, ça Je fait me dis, là, ça fait des années qu'il des en années parle, que vous et le là, il est en train de regardez, prendre que les fruits, là. je mets mes posts, et vous devez dire, mais c'est vrai, ça marche, ces trucs. Et pareil, pour tout ce qui est blockchain et tout, c'était vraiment la curiosité. Moi, j'ai toujours été un peu geek, j'aime tout ce qui est tech, tout ça et tout. Et comprendre le pourquoi du comment, ça a été un truc de ouf. Et quand je suis rentré dedans, moi, je suis rentré dedans pieds joints et j'ai pas pu en sortir parce que là, tu commences à réaliser que tu rentres dans un écosystème qui est grandissant et que tu crées de la valeur et que tu as des personnes qui sont en train de créer des nouveaux moyens de interagir avec les gens dans le monde de demain. Donc, c'est une évolution d'Internet. Moi, je ne vais pas parler du côté financier, de spéculation avec les prix qui montent et qui descendent, mais la technologie en elle-même, elle permet de plus avoir besoin d'avoir confiance en l'être humain et ça retire les intermédiaires. Vu Ok. que moi, mon métier initialement, c'était être intermédiaire, quand j'ai vu qu'il y avait une technologie qui allait balayer le métier de tous ces intermédiaires-là, parce que l'intermédiaire, on l'utilise pourquoi? Pour la confiance. Mm. Mais aujourd'hui, avec la blockchain technologie, tu n'as plus besoin d'avoir confiance en quelqu'un pour faire une transaction avec lui. Tu n'as plus besoin d'avoir confiance en une banque pour faire une transaction bancaire. Parce que tout est exposé, en fait, c'est ça? Parce qu'en fait, c'est le réseau en fait, qui valide toutes les transactions. Donc, c'est transparent, il y a la traçabilité, il n'y a plus... Si par exemple là, j'ai ton wallet, j'ai le mien et je te fais une transaction, bah, ça va pas passer par une banque. Ça sera de pire à pire. Et c'est ce qui est en train de changer en fait la donne aujourd'hui sur énormément de choses. Et quand j'ai vu au final que le pass sanitaire était sur la blockchain, j'ai dit bon, Mm. ça commence à faire beaucoup. Et pour ceux qui sont intéressés par ça, vous allez sur Google, vous tapez blockchain à côté de n'importe quelle société des Fortune 500 au monde. Vous allez être très surpris de savoir que la majorité de toutes ces entreprises sont dedans et utilisent cette technologie. Comme tu as dit, là, on pourrait passer encore une autre heure Ah non, là c'est un peu pour plus parler de technique. ça. Là, c'est très. Mais ça fait partie de tout ce qui peut offrir, cette ouverture d'esprit, enfin voilà, cette ouverture d'esprit, cette envie de devenir le meilleur, de chercher, de do your own research. Yo. Et franchement, on a commencé, et pour le dire, on a commencé ensemble. Je me suis arrêté en chemin. Lui, le Covid là, c'est ça qu'il a... Non, laisse tomber. Ah non, 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 laisse tomber. C'était son moment. Et aujourd'hui, c'est pour ça que quand on parle de chat, il a vraiment plusieurs vies. Et c'est un jusqu'au boutiste, jusqu'au moment où il se rend pas compte de tout ce qu'il est capable de faire. non, on a bien bossé dans le sens où je me suis bien éduqué sur le sujet parce qu'en fait, j'étais passionné de ça et c'était vraiment un kiff. Moi, j'aime bien faire les choses qui me plaisent, en vrai. Mhm. Ça va pas être nécessairement faire des choses pour l'argent, parce que ma vision de l'argent et de la relation que moi j'ai avec l'argent, elle est assez spéciale, parce que moi, je la vois uniquement comme un outil.
Mais ma vraie richesse, c'est le temps que j'ai pour apprendre d'autres choses. Donc, si je peux trouver un moyen d'avoir des revenus passifs qui me permettent d'être libre, là, je me sens riche. Pas nécessairement avoir des besoins de dépenser ou d'avoir des choses matérielles, parce que, en fait, ça, je l'ai fait phase 1 de ma vie, tu vois. Et je l'ai eu par procuration, des fois. Tu vois, des fois, il y en a, ils disent, ouais, il me faut une bête de caisse. J'ai conduit toutes les bêtes de caisse. Et à un moment donné, à part avoir des gens qui te regardent, je suis pas fan de voiture non plus, donc en vrai, moi, j'en ai pas besoin. Donc, une fois que tu tâtes un peu tout et tu vois ce qui te plaît, toi, à titre perso, moi, j'aime bien avoir du temps pour apprendre des nouvelles choses et être free, on va dire. Yes, sir. Donc, ouais. Donc, Ouais, je vous conseille de faire du DCA si jamais ça vous intéresse. Bitcoin. Après, il va nous charger. Vous êtes... C'est notre financial advice, mais je vous ferai payer si vous voulez des conseils. Bon, event mercredi et le Et week-end. j'ai un autre event jeudi aussi, pareil, avec un collectif qui s'appelle The Cercle. On va faire un petit, comment ça s'appelle? Une petite soirée pour un créateur qui s'appelle Marvin Bonheur pour la célébration de son livre. Donc j'aime bien faire toutes ces choses-là dans mon établissement. Et cet établissement, on fait un petit peu la pub. Tu as vu le G5, le G5, rue d'Aboukir dans Paris. 67 rue d'Aboukir. 67 rue d'Aboukir. Si vous voulez aller boire des petits cocktails pas mal, avoir une bonne ambiance, allez. De toute façon, c'est l'endroit, c'est notre bunker, c'est le QG. Donc, dans tous les cas, chaque personne, vous êtes sur Paris, allez boire un petit cocktail, allez au G5, d'accord? Friandis, ça fait quoi ce week-end? Bah, ce week-end, on a un match. On continue notre championnat. On va à Créteil ce week-end. Donc ça va, semaine sur Clairefontaine. J'irai peut-être une ou deux fois voir les petites DNF, comme d'habitude désormais. Et voilà, tranquille, hein. J'essaierai de passer au J5 si j'ai un petit moment, mais c'est trop loin de chez moi le J5 là. En mouillé, c'est loin de tout. Ouais, moi en général, je m'arrête sur Boulogne. Tu vois, j'ai mes coins sur Boulogne, mais là, rentrer dans Paris pour moi, c'est une mission. Donc, mais bon, non, toujours un plaisir de temps en temps d'aller chez toi. Mais merci encore pour le temps. C'était super instructif, éducatif. Donc, merci à toi. Et puis, non, on est là tranquillement. Etiel? Etiel, nous, la vérité des quelques semaines, quelques jours qui me restent en tant que footballeur professionnel, hein, moi, jusqu'à temps que j'ai mon rendez-vous tout à l'heure, c'est plus ou moins le flou, même si, voilà, avec le temps, on s'est orienté et on en discutera très rapidement. Mais ouais, moi, rendez-vous tout à l'heure. Ensuite, quoi qu'il arrive, off-season, où il va falloir, pareil, prendre des directions. C'est pour ça que c'est inspirant de parler avec des gens comme Gildas, avec vous les gars, où bon, on en apprend tous les jours, tu vois, et que surtout, si on devait retenir un truc, c'est que le mindset et se créer sa propre identité, c'est vraiment le plus important, et tenter. Donc, moi, les deux pieds dedans, les gars, les deux pieds dedans. L'avenir est incertain, mais j'y vais les deux pieds dedans et avec beaucoup d'énergie. Ouais, crois-moi que tu vas kiffer. Et même quand c'est dur, c'est bien. Ah, ça, on a ça, la difficulté, j'ai jamais fui la difficulté, ça c'est sûr et certain. 20 piges dans le foot, ça si on s'attendait à ce que ce soit facile, ouais, ça ferait longtemps C'est quoi qu'on qui se fait prendrait au gif. votre gars Song, c'est quand c'est quoi son truc qu'il dit? Rigo, quand il Quand dit t'es en danger, que c'est pas, je sais pas si c'est un truc comme ça. Ah, la théorie du danger. le danger, c'est quand tu es en danger c'est quand tu n'es en danger que tu n'es plus en danger, mais c'est quand tu C'est quand tu sais que tu es en danger que tu n'es plus que que tu es tu es en, plus que en tu n'es danger. plus en danger. Mais quand tu ne sais pas que tu es en danger, Ouais. tu es en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. D'accord? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Exactement, la théorie du danger. Ouais. Bon, on verra ça. Dans tous les cas, bref, ce week-end, London, c'est comment là? London, non, Ligue des Champions mardi, mercredi. Après le week-end, on voit ça, la semaine, elle va passer vite. On retourne sur London et après, on bosse. Hein. Tu as vu, on arrive à la fin d'année civile, on bosse. On va après, voilà.
le rôle de papa, il y a les fêtes, c'est toujours différent, un peu spécial. Et non, on bosse, j'ai des projets, on a des projets un peu scred. Il faut rester, tu vois, low profile. Mais bon, donc voilà, c'est tout. Moi, je dis merci à mon gars, merci à G pour tout un. Bah, C'est à vous, les gars. Boxing Day, tu bosses? t'as dit quoi? Boxing Day, tu bosses? Moi, Boxing je Day. viens à Londres pour Ouais, Boxing Day, quoi. ouais, je pense que le Boxing Day, je serais en train de. Ouais, normal. Et c'est bien le Boxing Day, tu connais. C'est special day. Je te dirais dans tous les cas, mais merci. Ah, ça me manque, Abonnez-vous. hein. T'as Profite. dit quoi? J'ai Atlanta, ça me manque. Profite, Quentin. Vous avez- Toi que je suis là, viens. Hein. Non, vous n'avez pas vu le même Atlanta. Vous ne vivez pas le même ATL. Ouais, c'était pas mal. Soul Train Awards. J'avais fait ça en 2016, je crois, à Atlanta. Vous n'avez pas vécu le même Atlanta. Euh, Abonnez-vous. Merci de donner de la force. Grosse force à Louis, Issa, le petit Mohamed. Merci à vous. Continuez à nous donner de la force. Merci à vous qui écoutez, qui abonnez-vous, que ce soit sur tous les réseaux sociaux. Ça passe là, ça passe là. Je sais pas, ça passe où dans le montage, mais en tout cas, abonnez-vous. Mettez un pouce, la cloche, tout ce que vous voulez. Pam, 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 pam. Subscribe si c'est en français. Abonnez-vous. On est ensemble. Et merci G. Tu as vu avec ta barbe blanche, dans tous les cas. Aujourd'hui, tu es là, ouais. tu fais le beau gosse, mais tu sais, Monsieur Ravieux, il t'aurait dit, Monsieur Gilda Samba Banza, avec tu vois, un peu votre barbe mal rasée ici, il faut être bien habillé, même si vous êtes un beau gosse, vous êtes été chez Michael Jordan, basket par cas, allez hop, vous tournez, c'était Ballon Main Corps, merci beaucoup, à la semaine prochaine, Q. One love. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que Monsieur Rabeux va dire basket, par cas, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine, ballon, main, corps. Ha! Let's go!